Bienvenue sur Sensible et Décomplexé, la chaîne qui vous aide à démocratiser vos émotions, vos ressentis, pour laisser place au naturel et à l'authentique. Je me présente, je suis Julia Bouchinet, je suis thérapeute et je pratique la psychothérapie intégrative. J'aide notamment les femmes qui culpabilisent et se sentent inférieures aux autres à s'affirmer et enfin poser leurs limites. Aujourd'hui, on se retrouve pour le thème suivant, je ne parle plus à ma mère. On va recevoir Caroline aujourd'hui, que j'ai eu la chance d'interviewer. Caroline est une patiente avec qui on a fait un travail de fond assez important. Elle a réussi à couper les liens avec sa mère, dont la relation était devenue toxique pour elle. Donc elle va nous raconter son histoire de vie, elle va nous expliquer un petit peu son cheminement intérieur et ce pourquoi elle a décidé d'arrêter d'entretenir les liens avec sa mère. Caroline a fait vraiment son choix en toute conscience et a décidé d'en arriver à là pour s'épargner et simplement donner plus de crédit à son mieux-être. Donc je la remercie vivement. Je remercie aussi aujourd'hui toutes les personnes qui font des suivis avec moi, qui ont pu entamer ce travail pour leur bien-être, pour leur mieux-être, pour leur épanouissement. Et plus particulièrement, je remercie aujourd'hui Lily qui m'a mis le commentaire suivant. Julia est une thérapeute très à l'écoute et bienveillante. Nous avons débuté notre thérapie et grâce à son guidage, je prends conscience de beaucoup de choses et je ressens un réel apaisement. De plus, elle comprend parfaitement les enjeux liés à l'hypersensibilité. Les prochaines étapes seront des exercices plus approfondis et des pistes à travailler. Je m'en réjouis déjà. Je recommande les yeux fermés. Merci beaucoup Lily, ça me fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, pour recommandation, en fait, j'avais vraiment envie de vous parler d'un article que j'ai fait qui s'appelle « Mère toxique, faut-il couper les ponts ?» Il a été publié sur le Huffington Post le 18 octobre 2022, donc vous pouvez très facilement le retrouver en fait en tapant « Mère toxique, faut-il couper les ponts ?» et vous mettez mon nom et mon prénom, Julia Bouchinet. Comme ça, vous avez pas mal d'informations sur tous les mécanismes en fait qui sont mis en jeu. Ça peut réellement vous aider à avoir un aperçu en fait des mécanismes qui sont utilisés inconsciemment. Vous retrouvez bien sûr les notes de ce podcast sur www.créertarealité.com, tout attaché sans accent. Si vous en avez envie, vous pouvez réserver votre appel découverte, toujours de 30 minutes, pour qu'on puisse voir ensemble quels sont vos besoins et quelles sont vos demandes. Je vous dis à très bientôt et profitez bien de cette interview. Donc bonjour Caroline, on se retrouve aujourd'hui pour autour du thème de la parentalité, la relation parent-enfant toxique. On est ici pour écouter votre témoignage. Du coup, est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter et nous parler de vous? Oui, alors je m'appelle Caroline, j'ai 33 ans, je vis en Australie, je suis mariée, j'ai un bébé et un chien. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je suis là pour parler des parents toxiques, notamment de la mère toxique, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu. Et voilà, si ça peut aider d'autres personnes, on va en parler. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qui caractérise selon vous une mère toxique? Alors, pour moi, je pense à des notions, en fait. Quand j'essaye de penser à une définition, il y a la souffrance en premier, c'est-à-dire une mère qui fait souffrir son enfant, qu'elle le veuille ou non, qu'elle s'en rende compte ou non, qu'elle fasse souffrir son enfant sur la durée, c'est pas un événement isolé, c'est quand même quelque chose pour moi de répété, qui s'inscrit un peu dans le temps.
et aussi cette notion d'emprise, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire ma mère avait vraiment une emprise sur moi sans que je m'en rende compte, qui fait qu'elle pouvait exercer son pouvoir et son abus en fait. Ok, donc ces deux points principaux, emprise, souffrance. Qu'est-ce que Ouais. ça représente pour vous, l'emprise? L'emprise, pour moi, c'est un petit peu comme être manipulé, hein, abusé malgré soi, en fait. Que ça soit physiquement ou psychologiquement, c'est un pouvoir que la personne exerce sur vous euh, de manière un petit peu insidieuse, quoi, si je puis dire, ou flagrante même parfois, mais un peu comme une prison, quoi. On- C'est dur de s'en sortir. Quand vous étiez dans ces épisodes d'emprise, est-ce que vous vous en rendiez compte? Non, en tout cas, j'aurais jamais posé ce mot là-dessus. Je me rendais compte qu'il y avait des épisodes violents qui étaient douloureux pour moi psychologiquement, où ma mère était très méchante pour catégoriser un petit peu. Et quand elle allait trop loin, bah, après, elle revenait gentille. Et donc là, moi, je retournais un petit peu dans ses filets. Et voilà, c'était le cercle vicieux, parce qu'après, c'était de nouveau méchant, puis re-gentil. Ouais. Et moi, à chaque fois, j'y croyais. Je me disais, ah, cette fois-ci, c'est bon, elle va être sympa, ça va marcher. Et en fait, non, c'était un peu ce cercle vicieux-là. Et ça, pour moi, c'est maintenant, je sais que c'était de l'emprise. Et est-ce que vous en veniez même parfois à oublier en fait ces épisodes de méchanceté au profit des gentils? Oui, oui, parce que je voulais y croire. À ce moment-là, je me disais, elle va m'aimer. Cette fois-ci, elle va m'aimer, ça va marcher. On va enfin avoir cette relation mère-fille normale. Alors maintenant, avec le recul, je pense plus ça. Enfin, je pense en tout cas que ma mère m'aime à sa façon, qui est, voilà, qui est quand même destructrice pour moi. Mais en tout cas, à l'époque, je me disais ça. Je me disais, cette fois-ci, ça va être la bonne. J'y croyais. À quel moment vous n'avez plus cru à ça en fait, à ces paroles gentilles, si je comprends bien? Ben après, c'est comme si je le savais, mais pour autant, j'arrivais pas à en sortir parce que il y a aussi beaucoup de culpabilité. Je pensais que c'était moi le problème. Je me remettais moins en question. Je me remettais un petit peu la faute dessus. Je m'accablais. Donc, c'est difficile d'en sortir de ça. Je dirais que j'en suis sortie quand je suis sortie de son emprise. Et ça, c'est vraiment tout récent. Ok. Mais, ouais. Comment, là, vous parlez donc de souffrance, d'emprise. Comment est-ce que vous avez enfin, comment et quand est-ce que vous avez réalisé que ce que vous viviez était anormal? Je pense que c'était vers l'adolescence. J'étais au lycée et mes copines parlaient de relations avec leur mère, de ce qu'elles faisaient ou des sujets qu'elles abordaient. Et là, je dirais, c'est la première fois où je me suis dit, tiens, je fais pas ça avec ma mère. Et pourtant, avant ça, il s'était passé des choses bien plus traumatisantes pour moi, qui m'avaient pas du tout éveillé de soupçons, en fait. Mais c'est plus ça où je me suis dit, moi, j'ai pas cette relation maman, en fait. Oui, j'ai une mère, elle subvient à mes besoins, j'ai un toit, je suis nourrie, etc. Mais j'ai pas de maman, en fait. Et c'est là, je pense que c'est là, vraiment là où j'ai commencé à me dire, oui, enfin, c'est pas normal, en tout cas, pour moi. Est-ce que à ce moment-là, il y a déjà eu une désillusion ou est-ce que vous l'avez compris et un peu mis de côté Non, ouais, je l'ai mis de côté. C'était trop douloureux en fait à ce moment-là. Donc je le voyais, mais c'était difficile parce que moi j'avais toujours grandi là-dedans. C'était ma normalité. Enfin, je pensais que c'était comme ça en fait, que tout le monde était comme ça avec sa mère. Et là, non. Enfin déjà avant que je réalise ça, il s'était passé quelques épisodes assez difficiles pour moi et pour autant, non, j'étais dans un déni, je pense, dans un déni total. On sait que le déni et le refoulement, c'est deux mécanismes de défense qui protègent en fait, hein, en tout cas qui permettent de survivre. C'est pas vraiment une protection, mais ça permet de survivre à un moment donné ou sinon la souffrance serait trop douloureuse. Donc si parfois des personnes
qui nous écoutent ont eu besoin ou ont besoin d'utiliser le déni. Alors, ça se fait vraiment pas consciemment, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très Ouais. automatique, qui se fait au niveau de l'inconscient. Voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui qu'elles sentent qu'elles sont parfois dans le déni ou dans le refoulement, le fait de, OK, je vois, mais j'ai pas envie de m'occuper de ce dossier-là, c'est trop dur, enfin, je peux pas, en fait, j'ai d'autres choses à régler. Il faut vraiment savoir que c'est normal, en fait, et que quand il y a trop de souffrance, à un moment donné, on est obligé d'en passer par là. Oui, moi, c'est vrai que ça passait aussi beaucoup par l'humour parce que bizarrement, mes amis ou les parents, par exemple, de mon meilleur ami, ils étaient au courant que ça se passait pas bien avec ma mère. C'est pas quelque chose qui était tabou pour autant. J'en parlais facilement, mais avec de l'humour. Et du coup, ça passait. Les gens se disaient, oui, bon, ben, Caro s'entend pas bien avec sa mère. Mais c'était un petit peu un non-sujet, en fait. C'était une façon de garder les choses tranquilles. C'est pas trop grave, en fait. Le fait d'en parler avec un peu d'humour ou de détachement, ça a été le cas pendant très longtemps, ça. Vous voulez dire que les autres parlaient de votre histoire avec humour? Non, c'est moi qui en parlais, c'est-à-dire que la façon dont j'en parlais, ou quand les gens parlaient des relations parentales, par exemple, moi, j'arrivais pas non plus à faire semblant et à dire oui, moi, tout se passe bien avec ma mère, c'est super, elle se soucie de moi, on a une relation top. Non. Mais la façon dont j'en parlais, dont je relatais les faits, euh, ça restait léger, en fait. C'est moi qui en parlais avec humour et ça faisait même rire les gens. Et du coup, je sais que c'est un secret pour personne. Ça n'a jamais été un secret pour personne. Tout le monde sait presque autour de moi, mes collègues de travail, tout ça, que voilà, c'était pas la joie avec ma mère, mais je pense que jamais personne n'a mesuré la gravité de comment moi je l'ai vécu. Qu'est-ce que vous disiez avec humour? Bah, c'était plus des blagues. Euh, par exemple, quand on rigolait sur une personne, enfin voilà, des anecdotes comme ça, moi, facilement, je pouvais dire, ah ben, oui, c'est sûr, moi, c'est pas ma mère qui ferait ça, quoi. Ou des choses comme ça. Une personne qui fera attention à une autre, je vais dire, bah oui, c'est sûr, c'est pas ma mère qui ferait ça. Ou, par exemple, hein, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais je me rappelle que c'était pas mal ça, en fait. Ou voilà, ce genre de choses, quoi. Donc, les personnes pouvaient peut-être plus se fier à votre humour finalement que à ce Mm. que réellement il se cachait derrière. Ouais. Parce que à part faire un vrai travail de conscience, parce que là c'est pareil, l'humour c'est un mécanisme aussi de défense. Donc du Mm. coup, quelqu'un qui va tout le temps rigoler, tout le temps faire des blagues, qui va se dénigrer, qui va minimiser les choses, en général c'est pour camoufler. C'est Oui, pour ça, que ce c'était soit moi. barricadé et que personne ne puisse entrer dans le l'empire, quoi, enfin Mm. dans la demeure, en quelque sorte. Ouais. Et justement, Mm. est-ce que vous avez, vous, des exemples à nous citer, euh, à citer aux personnes qui nous écoutent par rapport à ce que vous avez vécu, des exemples où vraiment ça a été très toxique dans cette relation? Oui, j'en ai quelques-uns. Après, quand même, j'ai beaucoup oublié. Je sais que, par exemple, il y a un événement, ma mère m'a mise à la porte. Et ben ça, je sais que quelques années après, en discutant avec mon meilleur ami, il me dit, purée, tu te rappelles quand ta mère t'a mis dehors? Ben, en fait, j'avais oublié. Alors que c'était un événement pour moi traumatisant. Je suis rentrée un soir chez moi, il y avait mes valises en bas, et elle m'a dit, voilà, ton père vient te chercher. Parce qu'elle me supportait plus. Et, euh, et voilà, et toutes les conséquences que ça engendrait. Du coup, ben, mon père, il habitait pas tout à fait à côté, je devais me lever très tôt le matin, puis voilà, j'avais jamais vécu avec mon père non plus. Enfin, c'était un gros changement, c'était brutal pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a marqué, on va dire, en tant que gros événement qui s'est passé. Sinon, après, ce que je retiens beaucoup, c'est les humiliations. Quand elle m'a dénigrée, quand elle m'a humiliée, rabaissée devant les gens, que je sois là ou que je sois pas là. Euh, le jour de mon mariage, elle a dit à mon mari que voilà, lui, c'était quelqu'un de bien, mais qui savait pas qui c'est qu'il épousait. Euh,
Elle m'a mise en échec aussi, elle m'a fait passer mon code. Elle estimait que j'y allais pas assez régulièrement. Et du coup, un jour, elle m'a inscrite et elle m'a dit, voilà, la semaine prochaine, tu as ton examen. Donc forcément, ben, j'étais pas prête. Donc je l'ai raté. Et, euh, et là, en revenant, elle m'a dit, de toute façon, tu t'en fous parce que c'est pas toi qui paye. Enfin, j'ai pas compris le rapport, mais en tout cas, je sais qu'elle a un problème avec l'argent, ce genre de choses. Euh, Il y a plein de choses comme ça. Elle supportait pas que quelqu'un me fasse un compliment. Dès que quelqu'un me faisait un compliment sur, par exemple, ben oui, Caroline, t'es jolie, t'es mince, etc. Ben après, dès que je mangeais un carré de chocolat, elle me disait, ah ben ça, tu vas voir, ça va tout prendre dans les fesses. Des choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque énormément quand on parle de parentalité toxique et plus particulièrement de relations mère-fille, parce que les relations toxiques mère-fille, c'est encore différent, c'est autre chose. Mais dans la relation mère-fille toxique, il y a beaucoup de ça, beaucoup de OK, je contrôle ton corps, ton corps est Mm. mon terrain de jeu. Et donc, je me permets en fait de projeter mes peurs, mes angoisses sur ton corps à toi. Et c'est vraiment Ouais. terrible parce que toutes les personnes que j'ai pu recevoir qui ont témoigné de relations mère-fille toxiques, absolument toutes, elles ont parlé de ce rapport-là au corps de la part de leur mère. C'est beaucoup Ouais. bah, t'as pas encore de petits copains, bah faudrait que t'aies un copain quand même. Et puis là, faut pas que tu prennes de poids. Tu vas grossir, je vais te faire de la chirurgie esthétique, prends pas trop de graisse. Tu vas plus être belle, enfin beaucoup beaucoup de remarques en fait comme ça hyper destructrices. Et là on voit bien en fait dans tout le mécanisme du côté thérapeutique, on voit bien que c'est des femmes en fait en général qui ont peur de vieillir et qui ont tellement un attrait pour l'apparence. L'apparence est tellement importante Mm. pour ce type de mère en fait que en miroir, si leur fille prend du poids, c'est une angoisse extrême quoi. Qu'est-ce que vont penser les Mm. autres de moi et de ma fille? Et c'est terrible parce qu'elles sont vraiment enfermées dans l'apparence, en fait, hein. Oui, Réellement. bah, c'est ça. Ma mère a fait beaucoup de chirurgie esthétique, notamment des liposuctions, enfin, des bras, du ventre, des hanches, jusqu'aux chevilles, hein. Vraiment, elle a fait plusieurs fois. Et pour autant, elle continue de grossir. C'est vrai que moi, j'ai une silhouette qui est vraiment fine. Je tiens du côté à mon père. Ma mère, elle est assez petite et du coup, elle a tendance à prendre du poids. Donc, on a des enfin, physionomies qui sont opposées. Et je sais que déjà adolescente, il y a des gens, des adultes autour de moi qui me disaient que ma mère était jalouse de moi. Ouais. Et c'est marrant parce que vous parliez des petits copains. Et ben, ma mère respectait absolument pas mon intimité. Donc, quand j'étais dans ma chambre, je lui avais demandé de toquer avant de rentrer. Je me rappelle avoir assis sur mon lit et lui avoir parlé comme si c'était moi, son parent. Dire, écoute, voilà, ça me dérange, j'ai besoin que tu respectes ça et que juste tu toques avant de rentrer. Mm. Elle le faisait jamais. Et quand elle rentrait et que moi, j'étais en train de, je sais pas, faire du sport, danser, enfin, c'était mon cocon, ma chambre. Mm. C'est le seul truc que j'avais. Et là, elle se moquait de moi, en fait, elle rigolait. Et je sais qu'une fois, j'avais eu un petit copain, j'avais 16 ans, dans ma chambre. Il s'est jamais rien passé sous le toit de ma mère, mais je veux dire, elle avait regardé à travers la serrure, voir ce qu'on faisait, parce qu'après, elle me Super, l'avait ouais. dit. Ouais, elle m'avait dit, ah, vous étiez comme ça, sur le lit, assis, machin. Et je me suis dit, mais elle n'est pas rentrée, donc comment elle a vu, en fait? Ouais, Là, on ça me voit le revient là que vous le summum. dites. C'est quelque chose dont vous vous souveniez pas? Non, ouais, Ça vient de non, j'avais revenir là. oublié. Ouais. En fait, on voit le Mm. summum de l'intrusion, quoi. C'est vraiment le côté Ouais. intrusif. Et il est intrusif Mm. sous tous les plans, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez cette mère qui vous regarde en permanence. Donc, même si vous n'êtes pas sous son toit, Mm. une menace qu'elle vous regarde, que vous soyez analysé, que vous Mm. soyez contrôlé. Et ça, je pense que c'est quand même une des pires choses, en fait, de pas se sentir libre Ouais. réellement. Et ensuite, vous parliez de la Mm. jalousie. Il faut vraiment comprendre que dans la relation mère-fille toxique ou mère-enfant, mais plus particulièrement mère-fille toxique, il y a quelque chose de l'ordre de la projection. Moi, j'ai été une Mm. petite fille qui n'a pas été aimée par ma mère, donc pourquoi toi, tu serais aimée par moi? C'est vraiment ça qui se passe. Ça va pas Mm. plus loin que ça. C'est j'ai de la rancœur contre ma mère, donc c'est toi qui vas payer.
Et c'est d'une injustice sans nom, hein, ça, c'est clair, hein. Mais Ouais. c'est vraiment le mécanisme là de défense. Leur mécanisme de défense à elles, c'est la projection. Et donc, malheureusement, ce qui s'ensuit, c'est incapable d'admettre leur tort, incapable de se voir réellement telles qu'elles sont. Et c'est fonctionner que à travers leur filtre de OK, moi, j'ai pas été aimée, donc tu ne seras pas aimée. Je vais me venger. Et ce qui est terrible, c'est qu'elles peuvent réellement toute leur vie, finalement, marcher sous ce mécanisme-là. Oui, c'est sûr, elle a toujours dit, c'est moi le problème, hein. C'est pas un secret, hein. C'est moi le problème et encore plus maintenant. Mais elle a une relation qui est très différente avec mon frère. Et là où au début je parlais d'emprise, c'est qu'elle a aussi cette emprise sur mon frère et sur plein de gens de la famille ou de l'entourage qu'elle a aussi réussi à monter, entre guillemets, contre moi. Alors en soi, on peut se dire c'est pas une grande perte parce que bon ben si ces gens croient ça, enfin voilà, je perds pas grand-chose dans ma vie, mais quand même c'est douloureux de se dire quelqu'un qui fait ça alors que on n'a rien fait de mal à la base. Et c'est vrai que je disais ça parce qu'elle faisait, quand elle est rentrée dans ma chambre sans toquer, par exemple, c'est quelque chose que mon frère a fait aussi après. Et par exemple, il rentrait dans ma chambre et puis il se moquait de moi, il rigolait. Enfin, voilà, c'est pas des super souvenirs, quoi. Et aussi, par exemple, elle disait tout le temps, quand tu étais petite, tu tapais tout le temps ton frère. Tout le temps, tout le temps. Et mon frère a fini par dire ça. Quand on était petit, tu me tapais tout le temps. Et du coup, ben, j'ai questionné mon père, mes grands-parents. Enfin, je me suis dit, peut-être c'est vrai. Parce qu'encore une fois, je me suis dit, c'est moi le problème, qu'est-ce que j'ai fait? Et vraiment, personne m'a dit ça, quoi. Donc, personne, c'est revenu de la part de personne. Donc, en fait, je pense qu'une fois, j'ai dû taper mon frère, on a dû se chamailler, et c'est resté ancré dans le cerveau de ma mère. Et du coup, elle a imprimé dans le cerveau à mon frère, en fait, aussi. Mais c'est là qu'on voit l'importance réellement de se poser des questions. Sauf qu'à un moment donné, quand on est dans une forme de mort psychique, en fait, hein, Mm. euh, les mécanismes comme ça, psychologiques, ça abîme réellement, en fait, le psychisme. Et à un moment donné, on peut être dans un état de mort psychique. Et du coup, on peut Mm. croire finalement à ce que disait par exemple votre mère ou votre frère, et Mm. carrément se dire, mais je vais devenir fou, en fait. Je vais devenir folle à un moment donné. C'est plus Ah, possible, en mais je fait. me le suis dit. Je me suis tapé la tête contre les murs Comment en me est-ce disant, je possible? suis folle. Je C'est suis ça, folle. qu'il y ait une Ouais. telle différence, en fait, entre ce qui s'est réellement passé et ce que Mm. l'autre projette, a projeté Mm. sur vous, ce que votre mère a projeté sur vous, et ce que votre frère, par souci de séparation, en fait, par souci de, euh, de diffusion, a été obligé de Mm. faire, en fait. Il était obligé de se rallier à la cause de votre mère, obligé de mettre de côté son propre psychisme pour adopter le psychisme de substitution de votre mère pour survivre. Et Mm. ce qui est terrible dans cette relation mère-fille toxique, c'est que c'est toujours ce que j'appelle la double peine. C'est qu'à la fois vous êtes en grande souffrance parce que vous n'êtes pas comprise, vous n'êtes pas vue telle que vous êtes, et à la fois c'est encore de votre faute, quoi. Donc jusqu'à où ça peut aller très loin en Mm. fait. Si, Ouais, ça peut aller très loin. Et c'est pour ça que les filles qui survivent, quand je parle de survie, c'est vraiment psychique, hein. C'est Mm. psychique, hein. Ouais. Parce que on peut être. Enfin, le plus dangereux, c'est d'être en danger de mort psychique et de ne plus réussir à raisonner, de plus réussir à réfléchir. Et vous avez réussi à un moment donné à vous poser ces questions, à vous dire, mais c'est bizarre, mais non, je frappais pas mon frère, mais pourquoi en fait elle dit ça? Là, on voit bien que c'est de la projection et que ça peut aller très loin. Et pour les personnes qui connaissent pas ce mécanisme, ça peut vraiment les aider, voire même les sauver en fait. Se dire, ah, mais c'est vraiment quelque chose qui. Moi, je sais que la première fois où vraiment, en fait, je suis tombée sur une émission qui parlait des mères toxiques. Et D'accord? je ne sais pas pourquoi ni comment je suis tombée sur cette émission, des femmes qui racontaient leur histoire, toutes différentes, peu importe. Et là, je me rappelle que j'ai regardé cette émission, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et les seuls mots que j'arrivais à dire, c'est je suis pas folle, en fait. Je suis pas folle. C'était vraiment les seuls mots. Et ça a été là que c'est là que j'ai vraiment compris, en fait, que c'était pas ma faute. Même si, bon, certainement, j'ai des torts, enfin, je suis pas toute blanche non plus, j'en sais rien, mais
En tout cas, c'est là que j'ai compris que elle avait un problème aussi, en tout cas, que c'était pas à moi parce qu'elle allait voir les gens en pleurant en disant regardez ce qu'elle me fait, quoi. Donc vraiment, je pensais être un monstre, en fait, hein, clairement. Et ce qui est d'autant plus dommageable, en fait, dans ce type de relation, c'est que quand vous êtes enfant, votre vie, enfin, quand on est enfant, notre vie, c'est notre mère. C'est notre mère, Mm. en totalité. Donc, en fait, tout ce qu'elle dit, on y croit. Comment ne pas y croire quand Mm. on est sans défense, quand on est dépendant, en fait? C'est ça qui est Mm. vraiment terrible parce que, bon, à l'adolescence, elle a dit telle ou telle chose, mais on ne sait pas ce qui s'est passé quand vous étiez toute petite, bébé. On ne sait pas, en Ouais, fait. ouais, On ne peut pas savoir c'est aujourd'hui. sûr. Ouais. Mais Et pourtant, après, c'était difficile aussi parce que la première fois que j'ai essayé d'en parler vraiment ouvertement, c'était à mes grands-parents, donc maternels, donc ses parents à elle, en me disant, c'était beaucoup à eux en fait qu'elle se plaignait de moi, et je me suis dit maintenant, c'est pas possible. Je vais leur raconter ma version de l'histoire. Je, Ça faisait des années, j'avais peut-être 25 ans à ce moment-là quand même. Et je me rappelle, j'ai eu deux conversations avec eux qui ont duré au moins 3 ou 4 heures chacune. Et la conclusion, c'était non, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est pas possible que ça soit vrai. Écoute, appelle ta mère, lavez votre linge sale ensemble. En gros, faites pas de bruit, pas de vagues, et ça va passer. Et ça, je crois que au-delà de la toxicité d'une mère, le fait qu'on ne nous croit pas ou qu'on soit pas entendu, je pense que ça aussi, c'est la double peine. Peu importe à qui on se confie, mais là, il y a vraiment trois points pareils qui se recoupent à chaque fois. À chaque fois que j'ai eu un témoignage de relation mère-enfant toxique, c'est la victimisation en public auprès de la famille, ouais, l'exclusion, faire exclure sa fille du reste de la famille. Et vous avez mm, dit autre chose, et le troisième point m'échappe, le fait de ne pas être cru. Ça, c'est vraiment ouais, trois points hyper importants. Donc, euh, on a vu, euh, on a vu l'intrusion, on a vu bah, mm, le contrôle de votre apparence, de votre image. On a vu la projection comme mécanisme de défense de leur part. On a vu la vengeance, ça va avec la mm. jalousie. On a vu l'exclusion, vous faire exclure en fait de la famille pour vous faire retrouver toute seule, que vous soyez toute seule en fait, comme ce elle a vécu hein, finalement dans sa vie. L'exclusion, d'ailleurs, pour l'illustrer, le lendemain de notre mariage, il y avait un brunch d'organisé. Et donc, tout le monde dormait à un hôtel qui était à 500 mètres. Et ben, toute la partie famille du côté de ma mère, personne n'est venu, à l'exception de mon oncle et de mon frère à ce moment-là. Donc, ça faisait peut-être 30 personnes de son côté. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'hôtel. J'ai eu vent que, voilà, il s'était pas passé des choses très cool. Mais pour vous dire l'exclusion de à quel point ça va, quoi. Ça, je trouve ça quand même Mm. grave, quoi. Mais moi, ça m'interroge aussi sur comment on arrive à manipuler autant de gens, en fait. Je sais pas, j'ose pas croire que les gens sont stupides à ce point, quand même, sans, sans demander deux sons de cloche quand il se passe des choses comme ça. Ça m'interpelle vachement sur ça, moi. Mm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on remarque très fréquemment en fait. Généralement, quand on est libre d'esprit et sensible, alors on dit souvent que les gens sensibles sont fragiles. Alors ça, c'est Mm. tellement faux. Parce qu'en fait, on voit que les Ouais. gens sensibles, finalement, ont eu affaire très généralement aux pires choses. Donc à Mm. l'humiliation, à l'exclusion, aux moqueries, euh, à même des contextes familiaux très difficiles où la communication est rompue en fait, où elle est vraiment violente. Beaucoup de violence aussi pour les personnes sensibles. Et j'en viens à juste dire que si, bon, on voit bien comment la manipulation des peuples est facile. Euh, Mm. Quand on joue sur la peur, on peut manipuler. En général, les mères qui sont toxiques jouent beaucoup sur la peur. Il n'y a jamais d'emprise sans Mm. peur, en fait. Jamais. Ça n'existe pas. Ouais. Il y a, Mm. si on parle d'emprise, on parle de peur.
On peut Oui, pas c'est vrai. manipuler quelqu'un avec Mm. amour. On peut Ouais. pas. Parce que même dans les Mm. relations, je pense aux couples toxiques, etc., même les plus grandes paroles, c'est ah, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, tu ne peux pas vivre non plus sans moi, tu ne Mm. survivrais pas seul, tu comprends, tu Mm. n'es rien sans moi, tous ces genres de phrases, en fait. Il n'y a jamais de manipulation sans peur. Donc la réponse, c'est comment on peut manipuler autant de personnes? Bah, on joue sur la peur. C'est tellement facile. C'est ce qui se passe avec les peuples, c'est ce qui se passe avec les informations. Mm. Ah oui, C'est... c'est très très vrai. C'est très très vrai. Oui. Et je pense même que votre mère devait vous faire peur quand vous étiez petite. Si c'est pas verbalement, c'est par le regard. En général, c'est énormément comme ça. C'est oh, je me souviens de ma mère quand je demande aux personnes, mais est-ce qu'elle vous faisait peur? Non, non. Enfin, juste son regard, je pouvais pas. Par un regard, il y a Mm. tellement de choses qui sont communiquées. Bah après, j'ai pas vraiment de souvenir de quand j'étais petite. Hmm. Je Bah, du coup, j'arrive pas voilà, trop à... on va y venir, mais c'est vrai qu'on peut parler de tout ça parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, on a fait un travail. Oui, Mais c'est vrai que là, ce qu'on dit, c'est des choses très profondes et ça peut venir vraiment interpeller des personnes. Et d'ailleurs, si ça vous interpelle, n'hésitez pas à m'écrire. À m'écrire, oui, ne restez pas seul en fait avec quelque chose qui est hyper ouais, difficile à entendre et qui vous met vraiment mal en fait. Là, on donne des ouais, points vraiment très profonds, c'est sûr. Ça peut vous aider comme ça peut être douloureux. Mais si c'est douloureux, c'est parce que ça oui. vient résonner. Donc ne restez pas seul dans ça. Ça, c'est très important. Euh, En tout C'est vrai cas, que j'ai voilà. aussi eu des accès de violence envers moi-même parce que, alors, je sais pas pourquoi, hein, mais bon, puisqu'on est là et qu'on en parle, je sais que des fois, je voulais me faire mal. Je sais pas pourquoi j'avais cette violence en moi. Et vu que je pensais que ben, j'étais pas nette, que j'avais un problème, que voilà, où j'étais assise sur le rebord de ma fenêtre, tranquille, à la maison, il y avait un étage. Et dans ma tête, je me disais, mais si je tombe, c'est pas grave. On va voir ce qui se passe, quoi. J'étais pas suicidaire pour autant. Enfin, Non, non, bien sûr. Et on peut avoir des pensées, ça pareil, c'est un point très important. On peut avoir des pensées très noires et des pensées de OK, là, mm, si je meurs, ça change rien à ma vie, sans pour autant être mm, suicidaire. Ça, faut vraiment le ouais. préciser, c'est important. Oui, j'ai jamais eu de plan, je me suis dit, je veux mourir. Mais c'est vraiment ce côté, je voulais me faire du mal, comme si je voulais me punir d'un truc. Je sais pas comment l'analyser ça, mais en Ouais. tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait, quoi. Bah, je vais vous apporter un point de réponse. Je vais vous apporter un point de réponse. C'est simplement qu'un enfant de 6 mois, par exemple, on va prendre Alors, un enfant avec sa mère, c'est la même chose qu'un adulte avec sa mère ou qu'un ado avec sa mère. C'est la même chose. On est tous un petit enfant intérieur, quoi. On est tous un petit bébé. Et les mécanismes de l'enfance, de la petite enfance, sont les mêmes que celles de l'âge adulte. Ce sont les D'accord. mêmes que ceux de l'âge adulte, pardon. Alors, un petit bébé, pendant 6 mois, il est en fusion avec sa mère. Donc, il n'a pas son psychisme, il n'a pas accès à son propre psychisme, il a ce qu'on appelle le psychisme de substitution. Et à ces 6 mois, il fait ce qu'on appelle la déprime en fait infantile. Donc à 6 mois, il se rend compte que sa mère, elle est pas que autour de lui, qu'elle a une vie et qu'il n'est pas le centre de l'attention. Et en fait, il fait ce qu'on appelle une déprime. Cette déprime est tout à fait normale en fait. C'est c'est un stade en fait par lequel l'enfant passe. Et à ce moment-là, par symbolisme, en fait, il veut faire mal à sa mère, mais il se griffe lui-même. En se griffant D'accord. lui-même, il pense griffer sa mère. Mm. Et donc, la mutilation, c'est pareil, en fait. Je me fais du mal parce que je pense faire mal à l'autre. Mais je ne peux pas lui faire mal à l'autre, donc je me fais mal à moi. Ouais, C'est ça ça, fait sens, la ouais. réponse, en Mm. fait. Tout à fait, ouais. Et l'automutilation, c'est exactement ça. C'est j'aimerais toucher l'autre, Mm. j'aimerais Ouais, blesser l'autre, mais je n'en suis pas capable. Enfin, je ne peux pas, en fait, donc je me fais mal à moi. ouais. Ouais, c'est très vrai, hein. Donc ça peut vous répondre et à un moment donné, En tout cas, pendant toute cette phase où j'ai été en colère, euh, oui, j'ai été très en colère avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est vrai que pendant ces phases-là, j'ai eu des grosses pulsions comme ça de violence, quoi. Mm. c'est humain.
À un moment donné, Mm. la souffrance, enfin, elle a aussi des limites et il faut que ça sorte, quoi. Et ça sort Ouais. de différentes manières. Et en Mm. plus, quand on est face à quelqu'un qui utilise des mécanismes pervers ou toxiques, le truc, c'est qu'on en vient à utiliser les mêmes, en fait. Et la personne retourne la situation. Bah, tu vois, t'es comme ça. Et comme Ouais. on en est Mm. arrivé à utiliser de la violence, bah, on se dit, bah mince, bah Ouais. oui, elle a raison cette fois-ci. Mm. C'est comme si la personne attendait la faille, attendait le trop-plein pour retourner la situation. À un moment Oui, puis donné, ça quand on arrivera, titille, ça on arrivera. titille, on titille, on titille, on Ouais. titille, c'est normal d'avoir une réponse en face, quoi. Mm. Ouais. C'est pour ça que c'est peine perdue face à enfin, une mère comme ça. C'est enfin, vraiment, pour moi, à moins d'un miracle, c'est peine perdue, quoi. Enfin, Bah, le truc, c'est que si cette mère en question n'est pas consciente du tout, ouais. et Mm. si elle n'admet jamais, Mm. ben, c'est pas possible Ben d'avoir quelque chose de constructible. Mais en fait, c'est ça oui. dans toutes les relations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la personne n'admet pas ses torts, du tout, du tout, du Mm. tout, Mm. on peut pas. Oui, puis c'est pas comme si, à la limite, on pouvait pardonner sans avoir d'excuse d'une personne sur un fait qui s'est passé. Bon, je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur ça, je pourrais l'envisager, mais là, ça voudrait dire pardonner et puis continuer, en fait. Même si, bon, je sais pas si le pardon, c'est vraiment le bon mot, mais je veux dire, si là, aujourd'hui, je me dis, OK, je continue cette relation avec ma mère, j'ai fait quoi? Je vais encore m'entendre des réflexions, je vais... Enfin, non, en fait. Ouais, c'est ça. C'est... À un moment donné, la question, c'est quel est le sens de cette relation, en fait? Quel est le sens de Ouais. cette relation? Mm. Selon vous, quels sont les points de vigilance à avoir avec une mère qui utilise justement des mécanismes toxiques? C'est-à-dire ce qui doit alerter? Ouais. Mm. On Ouais. a déjà parlé de pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui Ouais. vous... Ben, moi, je dirais, parce que c'est quelque chose au final que j'ai toujours fait, mais que j'ai toujours enfoui, c'est de se faire confiance. C'est-à-dire, je pense qu'on sait quand ça va trop loin, on sait quand c'est pas normal, entre guillemets, on sent ce genre de choses. Si, pour moi, la base, c'est le respect, quoi. S'il n'y a pas de respect, que ça soit par humiliation, que ça soit par faire quelque chose de méchamment, gratuitement, ou vous voyez, si par exemple, ben, ma mère, elle sait que ça me fera plaisir et que volontairement, elle le fait pas. Il y a des petites choses comme ça, si ça se répète surtout, je pense qu'il faut écouter un peu cette voix qu'on a à l'intérieur et qui nous dit, ouais, c'est quand même pas normal. Parce que cette petite voix, je l'ai eue très tôt. Très tôt, je savais, dans le fond. Je sais au fond de moi que j'ai su qu'il y avait un problème ou que ce que je vivais, c'était pas normal. Mais par protection, parce qu'on peut croire que si, c'est tout va bien, que voilà. Puis en même temps, à qui on peut en parler, on en parle un peu, on nous dit, mais non, bah, c'est quand même ta mère. Voilà, ce genre de phrase. Donc, tout nous pousse autour de Les nous à ne pas y fameuses croire. phrases bateau. Ouais, mes amis. Bah oui, c'est ta mère, une mère, on n'en a qu'une. Bah oui, je le sais mieux que personne, hein. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut se faire confiance. Et après, c'est mes valeurs. Moi, j'estime que le respect, c'est avec tout le monde et c'est à double sens. Donc, si ça, pour moi, ça y est pas, et ça englobe beaucoup de choses, le respect. C'est aussi ben, la bienveillance. Enfin, comment votre mère, elle parle de vous? Est-ce qu'elle vous fait des compliments? Voilà, est-ce qu'elle vous fait plaisir? Est-ce qu'elle est attentionnée? Je trouve que s'il n'y a pas ça, après, il peut ne pas y avoir de connexion entre la mère et l'enfant. Je pense que c'est différent de la toxicité. Mais, mais pas de connexion, ça veut pas non plus dire pas de respect pour moi. Donc c'est vraiment, si, je dirais le respect, quoi. Le respect, ouais. Ok. Le manque de respect, en tout cas, serait quelque chose à constater. Après, c'est vrai que c'est Mm. difficile quand on est dans une forme de dépendance finalement à sa mère. Parce que quand on réalise ça à 15 ans, par exemple, à l'adolescence, bah, comment faire, quoi? Est-ce qu'il faut partir, aller dans un foyer? Ça, c'est des vraies questions Mm. de logistiquement, comment je fais, quoi? En gé- Mm. Des fois, enfin très régulièrement, c'est des relations au papa qui sont très difficiles, voire même une colère de la part de la mère par rapport au père, mais un père qui peut parfois, souvent, quasi tout le temps, ne pas se révolter, ne rien dire, être soumis en fait dans une forme de soumission parce que Ouais.
Ah, mais Une mère complètement. toxique, par définition, c'est une mère extrêmement dominante, en fait. Oui. Extrêmement dominante. Et ça va donc avec les problématiques d'argent, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va avec, en fait. Du coup, comment faire Mais quand souvent, le père... oui. Ben, moi, c'est vrai que je suis allée vivre chez mon père. J'ai eu cette chance-là, entre guillemets. J'ai eu les parents de mon meilleur ami qui m'avaient dit, Caro, si vraiment ça va pas, voilà, notre porte est ouverte, mais c'est sûr que c'est sûr que c'est compliqué, quoi. Et ça l'est d'autant plus parce que ben, je me suis toujours dit qu'une mère pouvait être autant toxique, peut-être parce que le père aussi, elle- j'allais dire laissait faire ou faisait rien, ou je sais pas. Moi, mes parents étaient divorcés, ils vivaient plus ensemble, donc mon père voyait pas non plus tout, mais je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup idéalisé mon père. Je me suis énormément raccrochée à lui, justement parce que ma mère était défaillante aussi. Oui, et du coup, peut-être en attendre encore plus par compensation, en Oui, fait, par manque affectif, par exactement. douleur. Oui, C'est vrai que oui, vous, dans votre parcours, vous avez eu oui, cette chance de pouvoir compter sur lui. C'est vrai qu'il y a des... Alors, compter sur lui, en tout ouais, cas à ce moment-là, hmm, matériellement, ça remplacera matériellement, oui. jamais, ça ne Mm, pourra jamais remplacer, en fait, le manque d'affection, mais au moins, c'est un mm. repère, en fait. Oui, ah oui, c'est sûr, hein. Oui, c'est mieux que rien, oui. Comment vous, vous avez réussi à sortir de cette relation, en fait, à votre mère? Ben, la thérapie, Julia, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je savais hein, que ça faisait 10 ans, 15 ans qu'il fallait que je fasse une thérapie, je le savais, je me mentais pas à moi-même, mais bon, j'ai été voir un premier psy, ça n'a pas été le bon. Je me suis dit, bon, ok, je sais qu'il faut que je continue, mais j'avais quand même cet espoir de me dire, regarde tout le chemin que tu as fait au final, tu vas y arriver, Caro, tu sais, ça va. Et en fait, ben non, pas du tout. Et c'est vrai que la thérapie, ça m'a libéré la parole, en fait. Je pensais à ça, la parole, c'est tellement simple au final, enfin, à part pour les personnes qui ne peuvent pas parler, mais c'est relativement accessible à tous et c'est tellement libérateur, salvateur. Et la psychothérapie, ça aide à comprendre, à poser des mots, et juste le fait d'être entendu. Moi, c'est la première fois que vraiment quelqu'un m'écoute, où j'ai zéro limite dans ce que je dis, j'ai zéro filtre. Je peux tout raconter. Alors, ça prend le bon ou la bonne thérapeute, hein, on s'entend, mais je sais que je suis pas jugée, je sais que je suis entendue, et je sais que en plus, on va m'apporter la clé pour comprendre ce que j'ai vécu. Et c'est là aussi où j'ai compris, par exemple, que ben, mon esprit, oui, il a été traumatisé, mais mon corps aussi. Et maintenant, quand j'y repense, je sais qu'à chaque fois que je parlais de ma mère, bah, tout mon corps tremblait, par exemple. Et ça, c'est des choses, j'en prends conscience au fur et à mesure. Et la thérapie, ça m'a aidé parce que, ben, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Ça m'a aidé à. Je savais que c'était ça la solution. Ça m'a aidé à arriver à cette solution. Et ça m'aide surtout à pas culpabiliser, en fait. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Oui, parce qu'au début, quand on a travaillé ensemble, on- comme je suis dans une démarche de psychothérapie intégrative, parfois il y a on fait des protocoles en fait dans les séances. Et je me souviens qu'au début des protocoles, ouais, votre corps, il pouvait pas en fait. Ouais. Le corps, Ah il oui. pouvait pas. Et c'est vrai que la parole couplée à des exercices, ça peut aider simplement à se repositionner, à changer sa posture et à sortir des réflexes, enfin des automatismes du corps qui, oui, qui va se mettre à trembler ou des pleurs Mhm. qui vont monter. Sauf que dans Oui. un contexte où c'est bienveillant et où on est entendu, ben, Mhm. et compris, bah, c'est vrai que le corps ne réagit plus du tout de la même manière au fur et à mesure, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé Oui, concrètement pour vous alors? Vous avez stoppé cette depuis. relation, mais comment ça s'est passé? Alors, ça a été quand même assez graduel par étapes. Comme je disais au départ, mon corps, il tremblait. J'avais aussi cet état de... euh, je perds mes mots en français, mais quand on fige devant ma mère, Mhm. Mhm. ça, c'est une La réaction que paralysie? j'avais. Voilà. Être paralysée? C'est-à-dire que qu'elle pouvait dire, ou parce que j'avais peur, ou j'étais impressionnée, ou ce qu'elle disait, c'était tellement énorme que j'étais bouche bée. Voilà, devant elle, j'arrivais pas à dire, j'arrivais pas à poser mes limites, j'arrivais pas à m'affirmer. Et en fait, avec la thérapie, ça a commencé par ça. Ça a commencé par poser des limites. Et voilà, tu vas m'écouter,
je te demande pas la lune, mais ça, par exemple, j'ai pas envie que ça se passe. Donc, j'ai pas envie que tu fasses ça. Et même si elle, ça la mettait mal à l'aise, ça a commencé par ça. Et jusqu'au jour où ben, j'ai été malade, encore une fois, toujours les mêmes mots. Et j'ai compris en fait que mon corps, il exprimait simplement ce que mon esprit, il hurlait en fait. Et là, j'ai décidé de lui envoyer une lettre que j'avais écrite au tout début de la psychothérapie, Mhm. sans la relire, parce que je me suis dit, voilà, je pense que à un moment donné, faut y aller. Et suite à cette lettre, je lui demandais simplement de respecter ma décision, que j'avais besoin de me tenir éloignée d'elle. Quand on a quelqu'un de toxique, en fait, c'est comme un truc radioactif, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions. Si on reste proche, ben, on est contaminé. Il y a peut-être un juste milieu, une distance où ça peut aller. Mais dans mon cas, la toxicité, elle était beaucoup trop grande et il fallait vraiment couper. Après, ça ne veut pas dire que c'est permanent, ça ne veut pas dire que ça changera jamais. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, ça s'est fait progressivement. Quand je lui parlais encore à mettre des limites, après lui envoyer cette lettre. Et d'ailleurs, je suis même étonnée qu'elle ait respecté ma décision de ne pas essayer de rentrer en contact, puisqu'elle avait essayé avant ça par tous les moyens. Elle avait réussi à faire en sorte que mon père appelle, elle m'avait envoyé des messages, je m'inquiète, elle était prête à prendre un billet d'avion. Enfin, je veux dire, je me sentais, voilà, l'invasion totale. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je suis assez étonnée qu'elle respecte ça, mais en tout cas, elle le fait et, euh, et ça me convient. De toute façon, on voit bien que les inconscients communiquent toujours. Donc, des fois, même sans rien dire, il y a des choses qui se passent en fait. Elle le ressent. Et là, j'étais sur votre témoignage écrit. Euh, Est-ce que je peux lire des passages? Ouais, 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 pas de souci. Vous avez mis, je pense que la priorité est de se protéger, de se préserver et de penser à soi, de se montrer du respect et de l'amour à soi-même. Cela dépend évidemment de la situation et du degré de toxicité, mais dans les cas les plus graves, je pense que malheureusement couper les ponts reste la seule option. Pour le reste, ça peut être une option temporaire ou permanente. À mon sens, pour se protéger, il faut d'abord arrêter d'être exposé à cette source de toxicité et donc s'en éloigner, que ce soit partir physiquement ou prendre ses distances. Au moins le temps de se reconstruire ou de voir si la mer a changé éventuellement. Ouais. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des Non, choses? c'est vraiment ce que je pense, hein. C'est important parce que je pense que quand on a traversé ça, pour moi, c'est le combat d'une vie. Enfin, je sais pas si je vais guérir, je vais déjà beaucoup mieux et ça me convient très bien, mais je veux dire, j'ai cette faille en moi. Je suis pas sûre, même si elle se referme, ça restera une faiblesse. Quoi Bien qu'il sûr. arrive, j'ai traversé ça, j'en sors pas indemne. Il y a des bons côtés aussi à avoir traversé ça, hein, je dis pas, mais, euh, mais en tout cas, il faut s'aimer, il faut apprendre à s'aimer parce que moi, ma mère, si vous voulez, au lieu de m'accompagner, au lieu de me montrer, de m'apprendre ces choses-là, elle m'a détruite en fait. Au lieu d'avoir été mon tuteur, j'ai cette image en tête d'une plante qui pousse. Voilà, on a un tuteur à côté qui nous guide et qui nous aide. Euh, Moi, ma mère, c'était la tronçonneuse. Elle m'a détruite. Donc, je pense que se montrer de l'amour, du respect à soi-même, remonter son estime de soi, prendre confiance, euh, je veux dire, si on a traversé ça, on est sacrément fort quand même. C'est complètement en fait l'opposé effectivement de ce qu'on devrait vivre, quoi. Ouais. De Donc, ce qu'on doit vivre c'est en pour tant ça que la thérapie, ça aide aussi à se connaître en fin de compte. Parce que moi, je sais qu'avec ce que j'ai vécu avec ma mère, enfin, vraiment, là, je le dis sans filtre, je sais pas vraiment qui je suis. J'apprends à me connaître maintenant et j'ai 33 ans. Je pense que on est imprégné, on est imbibé de ces paroles, de cette maltraitance psychologique. que... C'est ancré en nous. Et avant que ça sorte, avant de se libérer, avant de se dévoiler finalement qui on est vraiment, enfin, ça pour moi, c'est hyper important. Mm. Puis il y a quand même un point quand même commun à tout ça, c'est pourquoi en fait. Et derrière le pourquoi, c'est je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que? Et il y a toujours une explication.
Après, c'est vrai que maintenant, je le dis maintenant, c'est vraiment récent, c'est venu avec la psychothérapie. Mon point de vue sur ma mère, si vous voulez, c'est pas, je suis pas là pour la blâmer, pour l'accabler, pour dire que c'est la pire des mères, etc. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est certain. Maintenant, ce que je comprends et ce que je pense, c'est que ma mère, au final, pour avoir agi comme elle a agi, elle a certainement souffert encore bien plus que moi. Et je le pense sincèrement. Mais de la même façon que je vais prendre un exemple un peu choquant, mais un meurtrier, si vous voulez. Derrière un meurtrier, il y a un humain qui a eu ses blessures, ses traumas, et certainement toute une histoire qui l'a amené à agir comme il a agi. Est-ce que pour autant ça l'excuse? Non. Non, Et ça bien ma mère, c'est explique, pareil en ça fait. n'excuse pas. Voilà, ça l'explique. Ma mère, j'arrive à la comprendre, encore de ce que je pense, hein, puisque je connais pas son histoire non plus dans les détails, mais j'arrive à comprendre. J'entends sa souffrance. Pour moi, elle n'est que souffrance quand je la vois. Je le sens, sa souffrance. Mais voilà, ça n'excuse en rien comment elle se comporte, parce que à ce compte-là, moi, je pourrais agir de la même façon avec mon enfant. Enfin, c'est insensé. Donc, je comprends, mais ça reste pas plus tolérable. Bien sûr. Mais le fait de comprendre, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça m'a apaisée. Ça Hmm. m'a apaisée parce que j'étais en colère, j'étais dans cette injustice, je comprenais pas. Je sais pas si c'est tous les cerveaux humains, mais mon cerveau, il a besoin de comprendre. Je pense que pour accepter quelque chose, il faut, enfin, pour moi, il faut que je le comprenne. Et même s'il y a des choses qui étaient sous mes yeux, que je voyais, que je comprenais, je pense que le fait d'avoir quelqu'un en face de professionnel qui a des connaissances, qui vous dit, OK, ça c'est normal, ça s'est passé comme ça, voilà, ça s'est joué comme ci, comme ça, pour moi, c'est OK, c'est clair, j'entends. Encore une fois, ça n'excuse en rien ce qui s'est passé, mais le fait de comprendre, ça m'a vachement apaisé, ça m'a, OK, ça m'a aidé à, j'allais dire à passer à autre chose, on passe pas vraiment à autre chose, mais à avancer en tout cas. Bien sûr. Bien sûr. Et je crois qu'on a tous le droit quand même à l'apaisement, quoi, à un moment donné. Ouais, ouais. Je vais terminer sur cette question, Caroline. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui vit une relation parent-enfant toxique, mère-enfant toxique, mère-fille toxique? Ben, je dirais de pas forcément s'isoler. Trouver au moins une personne à à qui vous pouvez en parler et qui vous croit. En tout cas, qui a cette écoute bienveillante. Parce que pour moi, ça part de là. Et puis après, idéalement, en parler à un professionnel, une personne compétente, mais déjà en parler, je dirais. Surtout pas rester dans son coin, ça fait des ravages, hein. Ah, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en plus, on peut commencer à y croire, en fait, réellement. Ouais. Croire que c'est Je vrai. sais que enfin, ça a eu tellement de conséquences dans ma vie, dans ma personnalité, dans mes échanges avec les autres aussi, hein. Enfin, on va pas se mentir. Mais je sais que sur le moment, quand on vit quelque chose d'aigu, d'extrêmement difficile sur le moment, euh, on peut voilà, avoir ces pulsions contre nous, avoir envie de faire du mal, juste avoir envie de plus souffrir, quoi, Ouais. parce que c'est trop. Donc, vraiment, pour moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir mon meilleur ami à ce moment-là, à qui je pouvais parler, par exemple. Et je trouve que ça, c'est précieux, quoi. Avoir au moins quelqu'un qui vous croit, en fait. Bien sûr. Mm. Quelqu'un qui est à l'écoute, qui vous croit, qui remettra pas votre parole en question. Ouais. C'est quand même Mm. extrêmement précieux. Ok. Eh bien, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, contactez-nous si vous en avez besoin. Merci beaucoup, Caroline, pour ce témoignage. Je pense que ça pourra aider de nombreuses personnes. Et, Mm. euh, J'espère. et puis à très prochainement pour un prochain épisode.